Eh bien, chers amis, aujourd'hui nous sommes avec Tom, Renaud. Nous sommes ici en direct de Freiburg pour présenter un instrument de musique. Le ukulélé. Le ukulélé. Alors, qu'est-ce que le ukulélé? Alors, le ukulélé, prononcé ukulélé ou ukulélé, ou encore en hawaïen ukulea, D'accord. par position de la prononciation anglo-américaine Oui. ukulélé. Ukulélé, d'accord. Alors, c'est un instrument à cordes pincées traditionnel hawaïen D'accord. qui est proche du cavaquinho, un D'accord. instrument populaire portugais, Oui. dont il est une adaptation. D'accord. Bon. Alors, bon, aujourd'hui on dit qu'il est un petit peu à la mode quand même depuis quelques années, hein. Il n'y a pas à chipoter, hein. Ah oui, il a été très à la mode dans la moitié du XXe siècle. Oui. Alors, il a été à la mode de par sa polyvalence. Oui. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire qu'il pouvait composer aussi bien un orchestre hawaïen Oui. que la musique populaire ou même le jazz. Ah, musique populaire du jazz. Donc là, on peut se dire que il est, comme tu disais tout à l'heure, polyvalent. C'est ça. Donc, très polyvalent. il peut faire pas mal de choses dans pas mal de styles finalement. Oui. On peut l'inclure dans beaucoup de styles différents. Oui. On va dire que c'est un instrument qui finalement peut s'adapter. Oui. On peut l'adapter. Et il apporte beaucoup parce qu'on dit souvent qu'il apporte quelque chose dans ces styles musicaux un peu humoristiques, une touche un peu humoristique. D'accord. Un système humoristique un peu exotique. D'accord. D'accord. Et ben donc du coup, on peut dire que le ukulélé, qu'on va vous présenter dans quelques secondes, puisqu'il est à côté de nous. Donc voici Monsieur Ukulélé. Donc c'est une sorte de petite guitare à 4 cordes, comme on a dit tout à l'heure. Bon, alors, le ukulélé, alors, il vient de quoi exactement? C'est une adaptation de quoi? En fait, le ukulélé, c'est une adaptation de la baraguina, ou machette de l'île de Madère, qui est une des plusieurs formes de cavaquinho portugaise. Portugais. Donc là, on apprend aujourd'hui que finalement, ce petit instrument, il est portugais. Il est tiré d'un instrument portugais. Tiré d'un instrument portugais, et puis Madère. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire, et puis surtout l'étymologie, si tu peux? Alors, c'est-à-dire qu'au niveau de l'étymologie, il y a deux principales pistes. Alors, la première, c'est celle qui est un peu prédominante. Oui. C'est de décomposer en deux parties le mot ukulélé. D'accord. Avec le premier uku, qui veut dire en hawaïen puce. D'accord. Et lélé, qui veut dire sauteuse. Donc une puce sauteuse. Une puce sauteuse. Et les puces sauteuses, en fait, c'était les puces à chat. Oui. Qui a été introduite à Hawaï un peu plus tôt que le ukulélé. Et auquel siècle? Au 19e siècle. 19e siècle. Oui, donc c'est pas non plus très récent. Non, c'est sûr. C'est quand même un instrument qui a un historique assez lointaine. C'est vrai. Oui. Alors, est-ce qu'on a trouvé des traces de cette étymologie? On a trouvé les premières traces, oui, au 19e siècle à peu près. D'accord. Et donc, du coup, la seconde hypothèse, c'était que ce serait une déformation des agrégations de uké et lélé. Oui. Ça, c'est un terme qui désigne quoi? Alors, uké, c'est un terme qui désigne l'action de gratter. D'accord. Et lélé, c'est frapper. Donc, gratter, frapper. Gratter, frapper. Finalement, c'est la description du mouvement. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce que fait un joueur du ukulélé, donc ça paraît cohérent aussi. D'accord, donc gratter, frapper, gratter, frapper. En fait, on trouve ça aussi dans beaucoup d'instruments traditionnels d'ailleurs. Oui. Moi, je pense que quand vous aurez aussi... est-ce que vous connaissez le quattro vénézuélien? Oui. Oui, donc c'est à peu près la même chose. On parlera des origines, mais il paraît quand même, quand on regarde, il y a aussi un instrument qui est accordé exactement pareil. Oui. Comment il s'appelle? C'est le charango. Et alors, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que c'est que le charango? charango? Oui, parce que je l'ai juste ici. Et donc c'est un instrument qui est lui traditionnel des Andes. Oui. Plus particulièrement, il tire ses origines en Bolivie et qui est accordé de la même manière, effectivement. D'accord. Et ben du coup, on y reviendra plus tard et puis on fera une petite démonstration. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement
Les origines, d'accord. Alors, on sait qu'il fut introduit à Hawaï. Oui, par les Portugais, Ah, d'accord. de l'île de Madère. Madère, donc Madère comme le vin. Oui, le Madère de Crous, D'accord. celui qu'on boit. Et en quelle année? Alors c'est en 1979. Ah oui, Alors on d'accord. peut dater précisément l'importation du Cavaquinho et Oui. donc l'arrivée du ukulélé, Oui, parce on sait à bord de quel bateau il est arrivé. d'accord. C'est à bord du bateau qui s'appelle le Ravenscraig, Ravenscraig. oui, que la Baragouina, ou D'accord, Machette, de d'accord. l'île de Madère, Oui, a été importée à Hawaï. Et donc d'accord. elle a été importée à Hawaï euh, Par qui d'ailleurs? par trois. Alors, on avait qui? On avait monsieur Monsieur Santo. Santo Domingo. Peut-être pas. Mais est-ce qu'on pourrait parler déjà? Comment ça s'appelait à l'époque d'ailleurs Hawaï? À l'époque, on disait que c'était l'archipel, pardon, qui était encore appelé, je crois, les îles Sandwich. C'est ça? Alors oui, on les appelait Louis Sandwich en Oui. l'honneur du comte Sandwich. D'accord. Et qui était le comte Sandwich alors? C'était celui qui avait. C'était un. Alors c'était un C'est- grand c'est- comte d'accord. qui a lancé les expéditions. Oui. Et De- qui a découvert du coup les îles Sandwich? C'était James Cook, c'était C'était ça? James Cook, oui, en 1778. En cuisinant ou il a fait le sandwich Il a fait le sandwich, jusqu'à la fondation du royaume d'Hawaï en quelle année? C'est ça. Qui était la fondation du royaume d'Hawaï en 1810. D'accord. Et du coup, on peut dire qu'à bord du bateau où sont arrivés ces gens, qui avait-il euh, qu'on peut un petit peu se souvenir? Peut-être que des gens en ont entendu parler. Alors il y avait trois hommes Oui. qui ont été reconnus comme ceux qui ont importé Oui. la tradition de lutherie portugaise. D'accord. Alors le premier, il y avait Manuel Núñez. Nunes. À ce qui paraît, le deuxième porte le nom de Espíritu Santo. Amen. Exactement, c'est Espíritu Santo. précisément ça. Comment il s'appelle alors? C'est José do Espírito Santo. D'accord. Et le dernier, c'était Agustino, non? Agustino Dias. Agustino Diaz, d'accord. Et au fait, eux, c'était quoi leur travail? Alors eux, c'était trois ébénistes de Madère D'accord. qui avaient des grosses connaissances Mhm. dans le domaine de la lutherie. Et donc c'est eux qui ont apporté leur cavaquinho sur l'île. Ah oui, d'accord. Alors, là, on peut partir aussi sur. Il paraît qu'il y a une théorie de 3 vagues successives de, Oui. on va dire, de la popularisation et de euh, la diffusion de ce petit instrument, finalement, qui, quand on le regarde, paraît si simple, Oui, si léger, et pourtant il peut produire des sons. Alors, on parle des 3 vagues. Alors, il paraît qu'aux États-Unis, il y a eu déjà une vague. alors c'est ça, dans l'histoire de la popularité, Oui. notamment américaine, Oui, c'est qu'on retrouve trois vagues. oui. Donc, Il y a une vision américaine de l'instrument, il paraît. c'est ça. Elles sont toutes associées en général Oui, à un événement particulier d'accord, ou à une personnalité d'accord. euh, qui a manifesté du coup son intervention sur les scènes. Sur la scène, d'accord. Et puis, bon, après, on va dire que finalement, c'est un petit peu la pub de certaines choses qui ont amené C'est ça. l'instrument à se faire connaître, finalement. Parce Exactement. que, bon, c'est vrai qu'on connaît plus le ukulélé et rarement le cavaquinho. Oui, Le cavaquinho qui. mais parce que c'est un instrument qui a été populaire déjà parce qu'il représentait aussi le surf, Oui, qui est un domaine qui est vraiment très populaire et oui, d'accord. qui est vu comme cool Oui. par les gens Ça, c'était en quelle année? Dans les années dans les années 1950. 1950, d'accord. Donc, on va dire que là, on va parler du coup de vraiment la première vague qui a donné une très grande visibilité à l'instrument. Alors, c'était quoi? Alors, le premier élément. Le premier élément qui a donné qui a donné un bond dans la visibilité de cet instrument, Oui. c'est l'exposition internationale Oui. de Panama Pacifique. Ah, d'accord, c'était en 1915. il me semble. 1975, D'accord. exactement, Oui, où le pavillon hawaïen oui, avait mis en avant, du coup, ces joueurs de guitare hawaïenne, d'accord. qui s'appelle le hula, Oui. et donc, évidemment, le ukulélé. D'accord. Et ça fait que le succès de l'instrument, il a été immédiat à cette époque. Il a été immédiat, Oui. et il y a des grands artistes, Oui. tels par exemple, pour le citer, que Cliff Edward, Cliff ou Edward. encore Royce Mack, Ah, qui ont... mais bon, il y en a eu d'autres aussi. Il y en a eu d'autres. Mais ceux de là, c'est vraiment ceux dont on retient C'est ça. le nom, Quand finalement. on pense Et au qui- ukulélé, on pense D'accord. directement à ces gens-là. Oui, c'est ça. C'est sûr.
C'est ça. C'est vrai que moi, quand je pensais ukulélé, j'aurais pensé à un monsieur qui était en Polynésie. Bon, on en parlera. Alors, est-ce qu'il y a un élément important aussi? Qu'est-ce qui devient le synonyme de ça, finalement? Ça devient le synonyme. Au final, ça sert aux natifs de la vie des jeunes gens de l'époque. D'accord. Donc, ils s'identifient vraiment à cet C'est instrument. ça, parce que c'est quelque chose de transportable, c'est quelque chose de facile, sans prise de tête. Voilà. C'est ça. 4 cordes qu'on peut accorder en sol, do, mi, la. Comme le charango, exactement. Voilà. Alors, il devient moins important, on dit, après la Seconde Guerre mondiale. Bon, sans disparaître totalement, il paraît. Oui. Non, alors, il a pas disparu totalement, mais c'est vrai qu'il a été beaucoup moins populaire parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale et que cet instrument est un peu parti à l'oubliette. Avec les stars aussi. Avec de les l'époque. stars, finalement, Qui en jouaient, c'est c'est ça. qui sont mortes aussi, ou Qui sont mortes. disparues de l'écran, des C'est scènes. ça. Est-ce que vous pouvez me parler maintenant de la deuxième vague? Parce Alors, que- alors oui, la deuxième vague, en fait, c'est-à-dire qu'elle a été propulsée Mhm. par l'invention de petits ukulélés en plastique comme celui-là. Oui, Donc c'était la même chose, mais là c'est en bois, comme on peut le voir. bah, au moins c'est écologique. C'est écologique. Plus écologique. Bon, sauf si on dit qu'on coupe les arbres. Alors, qui était justement celui qui en a fait la promotion en plastique? Là, on parle bien Alors, oui, de oui. plastique. Hein. Les ukulélés en plastique, et qui était un grand passionné d'ailleurs Oui. de cela, c'était un animateur de la télévision Ouais. qui s'appelait Arthur Godfrey. Godfrey, il était animateur radio Aussi, et Ah. même scénariste, et acteur. Oui, et acteur aussi. américain. Américain qui venait de Manhattan. Il est né à Manhattan en 1903. 1903. Ouf. C'est ça. Alors, est-ce que Godfrey finit par être identifié comme avec la marque dont il assumait la promotion, en fait? Alors oui, on peut voir ses œuvres les plus connues, on a dit que c'est les cigarettes Chesterfield, Chesterfield. ou encore oui. le Tellyton, Ah oui, et donc... très populaire. D'accord. Et apparemment, retour de Karma, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah après, il a interrompu ses réclames pour Chesterfield 5 ans après s'être vu diagnostiquer un cancer des poumons en 1959. Ah, c'est horrible. C'est vrai que finalement, on promue quelque chose qui tue les autres, et quand ça nous arrive, du coup, Il prend du danger, c'est sûr. il devient du coup le porte-parole, à s'y paraît, de l'Alliance contre le tabac. Exactement, exactement. Incroyable. C'est fou. C'est fou. Ça veut dire que... voilà. Et puis apparemment, quand il a popularisé ça, qu'est-ce qu'il faisait? Et c'était... Et bah, comme je disais, c'était vraiment un grand passionné Oui, oui. du coup de cet instrument. Et du coup, quand il n'était pas en train de tourner des pubs ou Oui. faire des vidéos promotionnelles, et bah, du coup, il jouait, il chantait du ukulélé. D'accord. Et c'était apparemment entre deux annonces de C'est ça. publicité, il faisait... Parce qu'après, il est devenu animateur freelance. D'accord, en 1934. C'est ça. D'accord. Et il a participé à l'émission Sunnydale D'accord. d'une station de CBS. CBS. Ah ouais. En 3 heures de matinée, quand même. Mm. Alors, il était disjockey aussi, apparemment, dans cette Et oui. radio. Oui. Euh, Et puis, il poursuivait des facettiers. Oui. pour notamment Bayer Ah, bravo. et, oui, C'est bien, et les aspirines. et les aspirines, évidemment. D'accord, donc, bon, c'est quand même assez étrange. C'est effectivement étrange. Alors, moi, il interrogeait souvent, à ce qui paraît, les invités, et il les tenait là, en revue de presse, souvent. Oui, parce qu'il aimait chanter et ponctuait régulièrement ses interviews d'air pris au hasard. D'accord. Alors, indéniablement, le monde de ukulélé est vendu à partir des années 1950. C'est C'est des ukulélés énorme. plastiques. C'était énorme. C'était monstrueux. Plus de 2 millions, combien? Hein, C'était un peu plus de 9 millions Wow. quand même de ukulélés plastiques Plastique. à cette époque. Ça veut dire que tout ce plastique, en fait, il se retrouve peut-être dans les mers, Dans les océans, dans les océans, dans le ventre d'une baleine ou d'une tortue. d'une tortue. Ah là là, c'est vrai que le témoignage de la réalité de cette vague, je pense que on peut en dire quelque chose. Oui, Alors, du coup, la fin de cette vague et donc l'ellipse suivante est en général associée à Tiny Tim. C'était Oui. en quelle année? c'était dans les années 1970. En 1970, d'accord. Bon, donc là, on arrive du coup à ce qu'on peut appeler la troisième vague, hein? Alors, elle est la plus délicate à oui. caractériser, Oui, d'accord. et tous les spécialistes ne sont pas d'accord, d'ailleurs, à ce sujet. Ah, moi non plus, j'étais pas d'accord il y a quelques jours, hein, Et oui, quand on s'est rencontrés. C'est vrai. J'étais pas d'accord sur ça, et puis finalement,
Là, tu m'as mis... c'était qui? C'était l'hypothèse Ouais. de Cyril Lefebvre, D'accord. Elle, il a exposé justement plusieurs sources depuis les années 80, en fait. qui était vraiment inédite. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'on entendait parler de cette vision des choses. D'accord. Et en résumé, alors, en résumé, il a dit que ce petit instrument, il partait d'où? Alors, d'abord, le sursaut culturel hawaïen autochtone. D'accord. Donc, il partait d'Hawaï. Il partait d'Hawaï. D'accord. Qui Hawaï est vraiment associé à la musique, À la musique. D'accord. notamment et À la particulièrement le musique ukulélé, autochtone, d'accord. ou encore la guitare slakei. C'est laquelle? Ah d'accord. Et apparemment, donc là, on va parler de quelqu'un qui a été très très connu et Et très oui, médiatisé. Le plus connu, Oui, le je plus pense. connu, qui était c'est ça? Israël Israël. Kamakowio. Voilà. Qui est un peu imprononçable. C'est Alors, difficile à prononcer. Et lui, par contre, il a eu une notoriété mondiale, apparemment, même après sa mort. Mais après sa mort, Plus. presque encore plus après sa mort. Avec la reprise Comme les grands peintres. voilà, la reprise du thème dans le Magicien d'Oz, Bastien Dose, oui. qui était Somewhere Over the Rainbow. Rainbow. D'accord. Alors, et aux États-Unis, et on peut dire que c'était un mélange modeste et nostalgique, non? Oui, c'est ça vraiment qui l'a popularisé, c'est sa manière d'être un peu nostalgique et de réactualiser la culture tiki des années 1980-1990. Ah oui, quand même. Donc là, on arrive quand même, c'est presque contemporain pour nous. Alors, Oui, mais l'explosion de festival, ça a remis au goût du jour, C'est ça. petit instrument. c'est Il y a du coup eu des cet festivals, instrument un peu mélancolique Oui, a apporté vraiment, a été utilisé partout dans les festivals et tout, ce qui l'a rendu vraiment populaire, qui lui a donné encore cette troisième élan de popularité oui. au final. Alors au Japon, bon, apparemment, il existait des ruptures avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, Oui. oui. Alors, on dit qu'on a eu même une culture du ukulélé qui résonne à la fin même du 20e. Oui, Oui, c'était avec le renouveau mondial de l'instrument. exactement. D'accord. Eh ben, est-ce que il y a eu aussi ailleurs? Alors oui, il y a eu aussi en Angleterre, D'accord. avec l'artiste George Formby, Ouais. qui a imposé durablement le banjo ukulélé dans ce même pays. Ah oui, d'accord, le banjo ukulélé. Alors, le banjo ukulélé, c'est un mix entre le banjo et le ukulélé. D'accord. C'est-à-dire que c'est un banjo avec la caisse de résonance d'un banjo sur un instrument qui a la taille du ukulélé D'accord. et à 4 cordes. D'accord, ouais, donc ça c'est dans la première décennie même du 21e siècle. C'est ça. Ça va C'est- mon papa préféré. Il semblerait que c'est le ukulélé traditionnel qui semble prédominer un petit peu le monde. Est-ce Oui. qu'en France il y a eu une vague? Et ben, en France, il n'y a pas eu du tout de vague. Enfin, on peut apercevoir quelques vaguelettes. Mais D'accord. c'est pas aussi marquant qu'aux États-Unis, on peut vraiment apercevoir ces trois vagues distinctes de popularité Oui. dans la vie du ukulélé. Mhm. Alors qu'en France, on ne trouve pas du tout ça, on trouve quelques vagues. Oui. Mais c'est dû aussi en partie au fait que les immigrés hawaïens sont arrivés plus tôt. En quelle année alors? Ils sont arrivés en 1910 en France, 1910. là où ils étaient arrivés en 1920 aux Aux États-Unis. États-Unis, oui, donc finalement on a été les premiers. C'est ça, on D'accord. connaissait déjà cet instrument, donc il n'y a pas D'accord. eu cette nouveauté qui a créé la popularité. Oui. Et du coup, la deuxième serait la manifestation de ukulélé dans la culture Dans la culture polynésienne, oui. polynésienne. D'accord. Et le son tamouré Oui. dans les années 1950. D'accord. Et finalement, la troisième vague des années 90 à 2000, hein. Et ça, on Ça. peut dire que c'est C'est d'une nature très différent. assez différente. Hein. Très Oui, différent. très Ah oui, différente. c'est très différent. Oui, j'imagine, parce que finalement, c'est peut-être même pas les mêmes morceaux Oui. on va jouer, écouter. C'est sûr. Euh, toutefois, ce modèle des trois vagues, alors elle s'applique comment? En France, par exemple. Alors, ça s'applique qu'assez artificiellement. En France. Oui, donc France, c'est pas très. Non, c'est pas très présent. D'accord. Effectivement, c'est. Donc voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce petit moment de présentation du ukulélé. Donc on a toujours ces quatre cordes. On va peut-être dire un petit peu de comment ils se constituent et puis voir alors quelles sont les différences et les ressemblances. Oui. Donc différence, on va dire peut-être au niveau un petit peu de la taille, même s'ils sont tous les deux petits. Et puis peut-être de la forme de la caisse aussi, Voilà, qui oui. sont généralement carrés sur Oui. les ukulélés. Oui. Tandis que sur les changos, ils sont souvent quand même plus ronds. D'accord. Après, bon, la différence, c'est qu'ici, on a quand même, quand on compte 5 et 5, ça fait déjà 10 cordes. Là, on est quand même sur 4 cordes. Mais
la ressemblance qui est quand même frappante, c'est que finalement, on a 4 cordes sur lesquelles on a à peu près les mêmes accords. C'est On peut ça. faire, on peut utiliser quasiment les mêmes En fait, accords. c'est exactement les mêmes notes. Si on oublie juste que là, il y a un mi en plus. Un mi en Et plus. donc, c'est le même mi qu'on va retrouver au milieu D'accord. du ukulélé. D'accord. Et donc, même si par exemple, si on faisait ça. Ah oui, ça sonne. C'est parfait. Ah oui, donc on a vraiment une grosse ressemblance au niveau des doigtés d'accords et bon. Alors, ce qui serait bien, c'est que pour la prochaine émission de Tom et Max, cette fois-ci, on ne sera pas en direct de Francfort, Francfort. parce qu'aujourd'hui, moi, j'étais à la, comment on appelle ça, à la foire de la bière, À la foire de la bière. où j'ai pu manger une choucroute. Et à l'Oktoberfest aussi. Oui, et j'ai pu manger une choucroute. Alors, tenez-vous bien, une choucroute végane, avec uniquement du blanc de poulet. Ah oui. Oui. Et des saucisses Au poulet? au poulet. Et vraiment, ça. Complètement vegan. Et ça ne dénaturait pas trop le plat d'avoir si peu de viande? Bah, finalement, non. En fait, tout ce qui dénaturait finalement le plat, c'était les patates et la choucroute. Donc, pour notre prochaine Pour notre prochaine émission? présentation d'instruments, nous allons parler de notre ami El Charango. Merci. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. À petit.